Une fille est partie se promener et a disparu dans des circonstances étranges. Ce qui s'est passé ensuite pourrait donner une longueur d'avance à n'importe quel thriller policier, car personne ne pouvait s'attendre à une telle quantité de rebondissements inattendus et de révélations choquantes. Cette affaire est devenue l'une des plus embrouillées de l'histoire, mais à la fin, les détectives ont réussi à découvrir la vérité. Christy Lynn Mullins est née le 28 août 1960 dans la ville américaine de Columbus, dans l'Ohio. Elle a grandi dans une très grande famille. Ses parents avaient 5 enfants. Ils vivaient tous dans un quartier résidentiel calme, loin de l'agitation de la ville. Au cours de l'été 1975, lorsque Christy avait 14 ans, elle passait la plupart de son temps à se promener avec des amis ou avec ses sœurs. Ils aimaient surtout aller à la piscine publique. Située sur le territoire d'un complexe résidentiel non loin de la maison de Christy, la fille travaillait également occasionnellement comme babysitter et gardait de jeunes enfants. Le 22 août, une femme connue a demandé à Christy de garder un enfant jusqu'à tard dans la soirée. Le lendemain, la fille s'est réveillée vers midi et a commencé à réfléchir à la façon de passer le temps jusqu'à son anniversaire. Il ne restait que 5 jours et elle attendait cet événement avec impatience. La journée était très chaude, la température atteignant 34 degrés, donc Christy, sans trop y réfléchir, a décidé que le meilleur choix serait d'aller à la piscine. Elle a emmené sa sœur Kim, qui avait 1 an de moins qu'elle, et les filles se sont dirigées vers le complexe résidentiel. Kim est allée nager immédiatement, tandis que sa sœur est restée sur un transat. Quelques minutes plus tard, elle a vu l'ami de Christy s'approcher d'elle. Elles ont discuté de quelque chose, puis sont parties. Kim a été surprise que sa sœur la laisse seule sans prévenir, mais a décidé de ne pas la poursuivre et de rester à la piscine. Quelque temps après, Kim est rentrée à la maison, mais sa sœur n'y était pas. Quelques heures plus tard, elle a commencé à s'inquiéter, car Christy n'était même pas passée déjeuner. La fille a décidé de marcher dans les rues et de chercher sa sœur, et elle a bientôt croisé l'un des voisins. Le corps de la fille a été retrouvé à quelques kilomètres de là, mais ils n'ont pas pu établir son identité. Kim est rentrée en courant et l'a dit à ses parents, qui ont immédiatement appelé la police et expliqué qu'ils ne pouvaient pas trouver leur fille. Ils ont été appelés à la morgue et ont vu le corps de la jeune fille décédée, mais au début, les parents ne pouvaient pas dire s'il s'agissait vraiment de leur fille. Le problème était que le visage de la défunte était couvert d'une telle quantité de contusions et d'ecchymoses qu'il était au début impossible d'identifier son identité. Cependant, la mère a ensuite vu un grain de beauté sur la jambe de la fille et a compris que c'était Christy. Après avoir établi son identité, les policiers ont raconté aux proches choqués ce qui s'était passé. Vers 3h30 du matin, à 9h11, ils ont reçu un appel d'un homme qui a dit avoir trouvé un corps humain dans une zone boisée derrière un centre commercial. Lui, sa femme et leurs fils s'y étaient rendus pour acheter des jouets pour leurs filles. Avant que la famille n'arrive au centre commercial, leur fils a dit qu'il voulait se promener dans la zone boisée derrière le bâtiment. Parmi les arbres, il y avait un sentier que tous les résidents connaissaient bien. Il menait à une rivière, et dans l'ensemble, c'était un endroit assez pittoresque, donc les gens venaient souvent s'y promener. Les parents ont accepté et ont emprunté ce chemin dans les bois. Quelque temps après, lorsque la famille revenait, ils ont soudainement remarqué quelque chose d'étrange à quelques dizaines de mètres du sentier. En regardant de plus près, ils ont vu un homme penché sur quelqu'un au sol et le frappant avec un morceau de bois. Cet homme a remarqué qu'on l'observait et s'est enfui en courant. Après cela, le père de famille s'est approché et a découvert une fille couverte de sang par terre. Sa femme, qui avait suivi une formation médicale, a essayé de trouver le pouls de la victime, mais n'a pas pu le sentir. Étant donné qu'il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, l'homme a immédiatement couru jusqu'au centre commercial et a appelé la police de là. Ils ont fourni aux enquêteurs la description du criminel. C'était un jeune homme grand et mince d'environ 20 ans avec de longs cheveux foncés jusqu'aux épaules. Il ne portait qu'un short en jean et des bottes.
Sur la base de ces témoignages, la police a dressé un portrait robot approximatif du suspect et l'a envoyé aux patrouilles. L'examen de la scène de crime n'a rien donné. Ils ont trouvé le morceau de bois utilisé comme arme du crime, mais aucun autre indice pouvant les mener au criminel. Il convient de noter que les mains de la victime étaient liées avec un câble téléphonique et que le haut de son maillot de bain était baissé. Le t-shirt qu'elle portait ce jour-là a été retrouvé à côté du corps, ainsi que ses bottes. Malgré cela, les experts médicaux n'ont trouvé aucune trace d'agression sexuelle. Les enquêteurs ont supposé que le criminel prévoyait de l'agresser sexuellement, mais qu'il avait été effrayé. Malgré le manque d'indices, la police a rapidement compris dans quelle direction elle devait travailler. La sœur de Christy a raconté que la fille était partie de la piscine avec son amie Carol. Et la police est allée lui parler. Carol a dit que ce jour-là, un homme inconnu s'était présenté comme un DJ d'une station de radio locale, l'avait appelé à la maison. Il a dit que des compétitions de cheerleading auraient lieu dans leur ville et que les gagnants recevraient des billets gratuits pour la foire de l'État. L'appelant a déclaré que l'événement se déroulerait derrière le centre commercial à partir de 13h45. Il lui a dit d'attendre à l'entrée du sentier dans les bois, où on la rencontrerait et tout lui expliquerait. Évidemment, ce récit a paru très suspect aux policiers, mais il y avait encore plus d'étrangeté à venir. Elle a attendu un certain temps, mais personne n'est venu, et finalement la fille est partie. La police n'a trouvé aucune confirmation qu'une compétition de cheerleading était prévue dans la ville. Ils ont supposé que l'appelant pouvait être le meurtrier qui essayait d'attirer Carol dans les bois, ou bien que c'était une blague n'ayant rien à voir avec le meurtre. De toute façon, ils ne pouvaient pas retracer l'appel, donc il était impossible d'identifier l'appelant. De plus, les enquêteurs sont remarqués un point litigieux dans l'histoire de Carol. Elle a dit avoir rencontré Christy et sa sœur dans la rue, alors qu'elle se rendait au centre commercial. Cependant, la mère de Christy a affirmé qu'elle était à la piscine. Carol est venue les y rejoindre, mais ce n'est pas tout. Plus tard dans la soirée du même jour, la mère de Christy a rencontré Carol, qui habitait à seulement quelques dizaines de mètres de leur maison, et elles ont eu une conversation très étrange. Carol a commencé à s'excuser auprès de la femme et a dit que ça n'aurait pas dû aller aussi loin. La fille a ajouté qu'à l'origine, elle devait être la victime et que 2 personnes étaient impliquées dans le meurtre. La mère de Christy a essayé d'obtenir plus de détails. Cependant, Carol a refusé de poursuivre la conversation et est partie. La femme en a parlé à la police, qui a de nouveau interrogé Carol, mais la fille a déclaré qu'elle n'avait rien dit de tel et a insisté sur la véracité de sa version initiale. Finalement, elle a été interrogée avec un détecteur de mensonges et l'opérateur n'a détecté aucun signe de mensonge sur les questions clés. Après cela, les enquêteurs ont cessé de se concentrer sur Carol et ont continué à chercher d'autres pistes. Dans les jours qui ont suivi, lorsque la nouvelle du meurtre brutal s'est répandue dans la région, les résidents locaux ont été saisis par une peur massive. Ils comprenaient qu'un dangereux criminel était toujours en liberté. La situation a été exacerbée par le fait que la police pensait que le meurtrier était quelqu'un de la région, puisqu'il connaissait le sentier derrière le centre commercial. Les détectives ont déployé tous leurs efforts pour retrouver le coupable. Et quelques jours après la percée tant attendue, vers 17h, un policier en patrouille a repéré un jeune homme ressemblant au portrait robot du meurtrier de Christy. L'officier a immédiatement contacté les détectives, qui sont rapidement arrivés sur les lieux. Ils ont proposé à l'homme de les accompagner au poste de police volontairement pour répondre à quelques questions et il a accepté. Lors de l'interrogatoire, la police a immédiatement rencontré un problème. L'homme souffrait d'un handicap mental assez sérieux. Son QI était estimé autour de 50 points, selon différents tests. Jack était suivi par un établissement médical spécialisé et vivait dans un appartement fourni par une organisation à but non lucratif où il travaillait. Il ne savait ni lire ni écrire et parlait mal. Cependant, les détectives de l'affaire Christy n'ont pas pu manquer la ressemblance de l'homme avec le portrait robot. L'interrogatoire a été très difficile.
La plupart du temps, Jack répondait aux questions des enquêteurs par un seul mot ou ne disait rien du tout. Il commençait aussi à douter qu'il soit capable de comprendre et de saisir pleinement le sens de leurs questions. Finalement, cela a duré 6 heures, mais les détectives ont fini par trouver quelque chose. Des questions aussi simples et concrètes que possible leur ont permis d'obtenir de Jack l'aveu tant attendu. L'homme a également fourni aux enquêteurs des détails que seul le criminel pouvait connaître, comme le fait que le morceau de bois s'était brisé en deux lorsqu'il avait frappé la victime avec. En outre, des témoins ont été identifiés, dont Carol, qui pouvaient reconnaître l'homme qu'ils avaient vu ce jour-là. Tous deux ont désigné Jack sans équivoque. Finalement, l'homme a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, dont l'agression sexuelle. Bien que les experts n'aient trouvé aucune trace d'agression sexuelle, Jack a avoué celle-ci également. Par conséquent, l'accusation n'a pas exclu ce chef d'inculpation. Le procureur a décidé de demander la peine de mort. Cependant, avec l'accord de Jack, son avocat a conclu un accord pour une peine de prison à perpétuité au lieu de l'exécution. Étant donné que des milliers de personnes suivaient en cette affaire, tout s'est déroulé très rapidement. Dès le 3 septembre, 11 jours seulement après le meurtre, Jack a été condamné à la perpétuité. Cependant, même ce bref procès a suffi pour que de nombreuses personnes commencent à douter de la culpabilité de Jack. Plus de détails sur ses aveux et sur l'homme lui-même apparaissaient dans les médias. Plus, les gens qui connaissaient Jack ne le croyaient pas. Selon eux, l'homme n'avait jamais montré de signes d'agressivité. Au contraire, il était très passif, craintif et malléable. Il aurait pu dire n'importe quel mensonge si on l'avait exigé de lui assez brutalement. Par exemple, une fois dans le centre de bienfaisance, il a pris la responsabilité pour un chauffe-eau cassé, bien que quelqu'un d'autre l'ait fait. De grands doutes ont également été soulevés quant à la capacité physique de Jack à avouer le crime. L'homme pouvait à peine parler, mais la police affirmait qu'il avait révélé tous les détails de son acte. Ceux qui connaissaient Jack soupçonnaient que les enquêteurs lui avaient simplement fourni toutes les informations nécessaires. Il leur suffisait de poser des questions suggestives qui contenaient déjà des faits sur l'affaire. Par exemple, s'il avait frappé la victime avec un morceau de bois. Si Jack répondait « oui », la police pouvait déjà l'utiliser comme un aveu. Une femme impliquée dans son traitement a ajouté que sous la menace, il aurait pu avouer n'importe quoi. Il suffisait qu'on lui dise qu'il risquait la chaise électrique pour qu'il fasse tout ce qu'on lui demandait. Mais ce n'est pas tout. Les partisans de l'innocence de Jack ont découvert que la police l'avait amené sur les lieux du crime en même temps que les témoins. Un couple marié qu'il a ensuite identifié parmi d'autres personnes au poste de police. Ainsi, ils avaient déjà vu Jack et savaient qu'il était le suspect. La police elle-même affirmait que les témoins n'avaient pas croisé Jack, mais personne ne les croyait. Il y avait encore de nombreux éléments qui soulevaient de sérieux doutes. Par exemple, la police n'a pas réussi à trouver le chauffeur de bus ou même un seul passager qui aurait vu Jack torse nu en route vers le centre-ville. D'après ses propres aveux, c'est dans cette tenue qu'il s'était rendu chez lui. Le facteur le plus important était les témoignages de plusieurs personnes qui se trouvaient dans le bâtiment de l'organisation caritative où vivait et travaillait Jack. Ils ont déclaré avoir vu l'homme vers 13h30. S'il se trouvait vraiment là, il n'avait absolument aucun moyen de prendre le bus jusqu'au centre commercial situé en banlieue et de commettre ce meurtre à 13h50. Même s'il était parti juste après avoir été vu par les témoins, le bus mettait au minimum 40 minutes pour parcourir cette distance. Tous ces faits ont amené de nombreuses personnes non seulement à douter de la culpabilité de Jack, mais aussi à conclure que la police avait monté de toutes pièces cette affaire et à exiger une enquête approfondie. Après cela, ils ont formé un comité public dans le but d'obtenir justice. Grâce à cela, Jack a obtenu un nouveau avocat qui a immédiatement déposé une demande de réexamen de l'affaire. Quelques mois plus tard, le juge a retiré les aveux de Jack et ordonné un nouveau procès. Désormais, l'accusation devait prouver sa culpabilité à partir de zéro, ce qui semblait être une tâche presque impossible. Pendant que les préparatifs pour le nouveau procès étaient en cours, le père de Christy, Norman Mullins,
menait sa propre enquête. Dès le début, il se méfiait des détectives et estimait qu'ils ne faisaient pas correctement leur travail et n'essayaient pas de trouver le véritable meurtrier de sa fille. Il a finalement décidé de ne pas compter sur la police et de chercher les réponses par lui-même. Peu après le meurtre, il est allé dans ses bois avec quelques voisins pour les inspecter. Là, il a découvert un short en jean et ses connaissances ont trouvé des caleçons d'homme ensanglantés. Ils ont remis ces preuves à la police, qui initialement ne les avait tout simplement pas remarquées. Cependant, il est resté inconnu si elles ont été incluses dans l'affaire. Le nouveau procès de Jack n'a commencé que 2 ans après le meurtre. La défense avait 2 objectifs. Le premier et principal était de prouver l'innocence de Jack et le second de tenter d'identifier le véritable meurtrier. Pour ce rôle, il considérait Henry Newell, l'homme qui avait trouvé le corps de Christie avec sa femme, comme le suspect le plus probable. Au moment du meurtre, il avait 25 ans. Avant le début du procès, les avocats de Jack avaient rassemblé une liste impressionnante de raisons de soupçonner Henry du meurtre, et pendant le procès, il y en a eu encore plus. Le fait que Henry soit un criminel invétéré a attiré l'attention. Depuis son adolescence, il avait été arrêté de nombreuses fois pour divers crimes, de la petite à la grande criminalité. Il a été emprisonné 3 fois et s'est évadé 2 fois avec succès, avant d'être repris et renvoyé en prison. Au moment du procès de Jack, il purgeait sa 4e peine, cette fois pour avoir brûlé sa propre maison dans le but de toucher les indemnités d'assurance. Les avocats ont également étudié le dossier de l'affaire Christie et ont trouvé plusieurs éléments très suspects dans les déclarations de Henry. Il a dit avoir découvert son corps, s'être approché et avoir écarté le morceau de bois ensanglanté. Il a expliqué cela par le fait qu'il était alors dans un état de choc. Cependant, un tel geste semble étrange. Prendre l'arme du crime dans ses mains et la jeter loin du corps sans raison apparente. Deuxièmement, selon lui, il lui a semblé que la fille était encore en vie. C'est pourquoi il a retiré son t-shirt et l'a appliqué sur le visage de la victime. Ce geste soulevait également des questions. L'homme essayait-il vraiment d'arrêter l'hémorragie, ou bien son t-shirt s'était-il imbibé de sang pendant le meurtre et avait-il besoin d'une excuse? Les avocats de Jack ont trouvé une employée du centre commercial où Henry s'est précipité pour appeler la police. Elle a précisé qu'il ne portait pas de t-shirt, mais un short en jean, alors qu'il portait déjà un autre pantalon à l'arrivée de la police. De plus, la femme a déclaré qu'Henry avait un bleu, comme si quelqu'un l'avait frappé. Lorsqu'on a demandé à la femme pourquoi elle n'avait pas prévenu la police immédiatement, elle a répondu que personne ne le lui avait demandé. En même temps, les policiers eux-mêmes auraient évidemment dû voir le bleu, mais ils l'ont ignoré. Il convient de noter qu'au départ, Henry a même accepté d'être interrogé à l'aide d'un détecteur de mensonges, mais il a fini par vomir sur l'appareil et la police n'a pas organisé de 2e interrogatoire. Henry a déclaré que la nuit du meurtre, il a parlé à son voisin et a vu de nombreuses griffures fraîches sur ses mains. L'homme a ajouté qu'il avait vu dans le garage d'Henry un fil téléphonique de la même couleur et de la même forme que celui utilisé pour envelopper les mains de la victime. Mais ce n'est pas tout. Un voisin a déclaré qu'Henry lui avait raconté une histoire très étrange. L'homme l'avait vu en train de poursuivre sa petite amie nue. Étant donné qu'il avait 25 ans à l'époque, cette histoire a stupéfié toutes les personnes impliquées dans l'affaire. Pour des raisons évidentes, il n'a toutefois pas été possible de trouver une confirmation directe de cette histoire. Cependant, il a été indiqué que Henry connaissait Carol, qui était également directement impliquée dans l'affaire. Sa femme a également pris la parole lors du procès. Elle a déclaré que tout s'était passé exactement comme il l'avait dit aux policiers le premier jour. Elle, son mari et son fils sont allés au centre commercial. Le fils a voulu se promener et ils ont trouvé le corps dans les bois. La femme a ajouté que jusqu'alors, Henry était resté chez lui et n'était sorti que quelques minutes pour chasser les enfants du voisinage qui avaient commencé à lancer des pétards dans leur jardin. Carol a également répondu aux questions des avocats. La première chose qu'elle a déclarée, c'est qu'elle n'a jamais connu Henry.
On lui a également demandé ce qu'elle voulait dire dans sa conversation avec la mère de la victime lorsqu'elle a déclaré qu'elle ne se souvenait pas d'avoir dit quelque chose de ce genre. Henry lui-même a été amené dans la salle d'audience directement de la prison. Il a répété son histoire sans aucun changement et a insisté sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec le crime. L'un des moments les plus marquants du procès a été la projection de la transcription intégrale de l'interrogatoire de Jack, à l'issue duquel le fait qu'il avait commis le meurtre a été mis en évidence. Jack n'a pratiquement pas parlé et n'a apparemment pas compris ce que la police voulait qu'il dise. Mais ce n'est pas là l'essentiel du procès. Le 5e jour, un autre témoin apparaît, auquel ni l'accusation ni les avocats de Jack ne s'attendaient. Il s'agit de Bobby, le fils adoptif d'Henry. Son histoire a véritablement choqué tous ceux qui ont suivi l'affaire. Le garçon a déclaré qu'il avait quitté la maison ce jour-là pour chasser des enfants qui lançaient des pétards dans leur jardin. Cependant, son absence n'a pas duré quelques minutes, comme l'a dit sa mère, mais plus d'une demi-heure. Lorsque l'homme est rentré chez lui, il n'avait plus de t-shirt ni de sandales et ses mains et son visage étaient couverts d'égratignures. Henry a appelé Pam dans une autre pièce où ils ont parlé de quelque chose. Ils sont ensuite sortis et ont dit à Boba qu'ils iraient tous ensemble au centre commercial. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, ses parents l'ont immédiatement emmené sur le sentier situé derrière le centre commercial. Le garçon a précisé qu'il n'avait pas demandé à s'y rendre comme ses parents le lui avaient dit au départ. Ils s'enfoncèrent dans les bois et trouvèrent presque immédiatement les sandales d'Henry, dont l'une était déchirée. Plus loin, ils ont vu le corps de Christy, et sa mère a dit à Boba de ne jamais dire à personne ce qu'il avait vu. Le garçon a ajouté qu'il n'avait décidé de dire la vérité qu'après en avoir parlé à son propre père. Sa grand-mère a également pris la parole lors du procès et a raconté un épisode lié à Henry. Elle l'avait accompagné, ainsi que Pam, à une cérémonie de pardon avec Christy. Sur le chemin du retour, la femme a dit qu'il y avait eu une terrible tragédie, ce à quoi Henry a soudainement répondu que cela lui apprendrait à se taire. Un autre témoin était un ami d'Henry. Il a raconté qu'un homme lui avait un jour avoué avoir tué Ray, mais qu'il s'agissait d'un accident qui n'avait pas été planifié. En fin de compte, le procès n'a laissé aucun doute sur le fait que Jack n'avait rien à voir avec le crime, et il a finalement été blanchi de toutes les charges qui pesaient sur lui. Mais c'est là que les choses ont commencé à se gâter. Malgré les arguments accablants en faveur de l'implication d'Henry, le procureur a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de poursuivre l'affaire contre lui. Il a également déclaré que l'enquête initiale avait été menée de la meilleure façon possible, omettant le fait que la police avait négligé ou ignoré les nombreuses pistes et preuves dont elle disposait depuis le premier jour. Sa réponse a suscité une vague d'indignation de la part du public. Celle-ci a atteint de telles proportions que, 2 jours plus tard, le procureur a dû revenir sur ses propos et accepter de rouvrir l'enquête sur l'affaire Christy. Mais là encore, des problèmes se posent au niveau des enquêteurs qui se basent sur l'enquête initiale, y compris sur le témoignage d'Henry et de Pam. En d'autres termes, les officiers de police partaient toujours du principe qu'ils étaient tombés sur le corps de Christy dans les bois avec les cheveux d'un homme torse nu au-dessus d'elle. C'est pourquoi les enquêteurs ont déclaré qu'ils rechercheraient de nouveaux suspects ressemblant à Jack. Après cela, l'enquête s'est finalement arrêtée. Le père de Christy n'a jamais renoncé à obtenir justice. Il a un jour intenté une action civile contre Jack, mais les raisons d'une telle démarche n'étaient pas évidentes. L'homme ne croyait pas à son implication dans le meurtre. Cependant, ce procès lui aurait permis d'accéder au dossier et de l'étudier. Malheureusement, cette démarche n'a pas non plus donné de résultat. En 2000, le père de Christy est décédé d'un cancer, ce qui n'a jamais mis fin à l'affaire. Pendant longtemps, l'enquête sur le meurtre de Christy n'a pas progressé, jusqu'à ce qu'un ancien avocat, John O'Leary, s'intéresse à l'affaire en 2013. Au cours de son enquête, il a découvert que Laurel, l'ami de la victime à l'époque, fumait de la marijuana. En creusant davantage, il a découvert autre chose et a conclu qu'elle, comme d'autres adolescents, avait apparemment acheté de la marijuana à Henry. Il s'agit d'un autre lien entre lui et Laurel,
qui pourrait également expliquer pourquoi la jeune fille s'est rendue dans ces bois. Il a admis que toute l'histoire du DJ avait été inventée. Laurel s'était en fait arrangée pour que Henry la rencontre dans ces bois afin de lui acheter une substance illégale. Elle a peut-être décidé d'emmener Christie sous un autre prétexte, par exemple en utilisant la même histoire à propos du DJ et de la compétition de Pom Pom Girls. Selon une autre version, beaucoup plus sombre, Laurel aurait emmené Christie à la demande d'Henry, qui prévoyait d'abuser d'elle. Mais la jeune fille s'est sérieusement défendue, comme en témoignent les griffures et les écorchures sur son corps, et l'homme l'a tuée. En creusant l'affaire, M. Oller a découvert qu'entre-temps, M. Henry avait commis d'autres délits, notamment des incendies criminels, des violences domestiques et des sévices. Il y a eu un autre incident connexe, mais l'homme n'a pas été jugé pour cela, la mort de sa femme PM en 1942. Elle avait demandé le divorce et, un mois plus tard, elle a été retrouvée morte dans son propre appartement, où elle vivait toujours avec Henry. La cause officielle du décès est une overdose de somnifères, et la police a trouvé une lettre de suicide indiquant que la femme l'avait fait elle-même. Les proches de PM ne croient pas à cette version et pensent que c'est Henry qui lui a donné les somnifères. Le plus étrange dans cette histoire, c'est qu'aucun emballage de somnifères n'a été retrouvé dans l'appartement, alors que PM n'aurait évidemment pas pu le jeter après avoir absorbé une si grande quantité de cette substance. En 2013, année où l'avocat a pris l'affaire en main, Henry est décédé d'un cancer à l'âge de 63 ans. Malgré cela, Oller a continué à travailler et a publié un livre compilant toutes les informations disponibles sur le meurtre de Christie. La publication du livre a suscité une nouvelle vague d'intérêt pour l'affaire et les proches de Christie, ainsi que d'autres personnes concernées, ont commencé à inonder le service de police de demandes de réouverture de l'enquête. En outre, plusieurs membres de la famille d'Henry ont été reliés à l'ambulance. Ils ont déclaré que toute leur famille savait parfaitement que c'était lui qui avait tué cette jeune fille, mais qu'ils avaient gardé le silence. L'une d'entre elles a raconté que quelques mois avant son 16e anniversaire, Henry lui a offert une voiture, qu'ils sont allés faire un tour ensemble et qu'à un moment donné, il lui a demandé de se garer, s'est mis sur elle et lui a dit que c'était lui qui avait tué Christie, puis il a expliqué en détail ce qu'il avait fait. La femme a dit qu'elle ne pouvait pas le croire, car selon elle, Henry avait beaucoup bu et elle pensait que l'homme avait simplement inventé l'histoire sous l'influence de l'alcool. Mais lorsqu'elle a lu le livre d'Oller, tout s'est mis en place. Tout cela a conduit à la réouverture de l'enquête sur le meurtre en mai 2014, et ce pour de nombreux mois. Ils ont retravaillé toutes les pistes, interrogé les preuves. Fait remarquable, dans les aveux de son parent, Henry a déclaré avoir abusé de Christie. Les médecins légistes n'ont trouvé aucune trace à l'époque, mais maintenant que les vêtements de la jeune fille ont été examinés à l'aide de technologies modernes, ils ont trouvé des traces de sperme masculin sur eux. Malheureusement, elles étaient si petites qu'il était tout simplement impossible de procéder à des tests ADN. L'enquête s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année 2015, date à laquelle les détectives ont organisé une conférence de presse. 40 ans après le meurtre, ils ont enfin annoncé qu'ils n'avaient plus aucun doute sur le fait que c'était Henry qui avait commis le meurtre. S'il avait été encore en vie, ils auraient pu obtenir une condamnation. Mais maintenant que l'homme n'est plus en vie, il n'y a plus moyen de porter l'affaire devant les tribunaux. Elle a seulement été reclassée en tant qu'affaire résolue et l'enquête est terminée. Bien sûr, tant que l'homme était en vie, les enquêteurs ne pouvaient pas être sûrs à 100% de ce qui s'était passé, mais ils en avaient une idée approximative. Selon toute vraisemblance, lorsque Henry a quitté la maison ce jour-là, il a emprunté le chemin situé derrière le centre commercial. Il se peut que Laurel l'ait appelé pour acheter de l'herbe, mais ce point n'est pas encore prouvé. Une fois sur place, Henry a vu Christie seule et a décidé d'abuser d'elle. Il a attaché les mains de la jeune fille avec un câble téléphonique et l'a emmené plus loin dans les bois où elle a tenté de lui résister. Christie a réussi à les griffer et à les frapper au visage
après quoi l'homme l'a probablement jetée à terre et l'a tuée avec un morceau de bois qui se trouvait à proximité. Il est ensuite rentré chez lui et a raconté à sa femme ce qui s'était passé, et ils ont élaboré ensemble un plan pour s'en sortir. Il convient de noter que Laurel n'a jamais dit la vérité au cours de toutes ces années. Il n'est pas exclu qu'elle ait quelque chose à voir avec ce qui s'est passé, et peut-être que tôt ou tard, elle dira tout. Au cours de la conférence de presse, la police a également présenté ses excuses aux proches de Christie pour la négligence avec laquelle ses prédécesseurs ont fait leur travail au cours de ces années. Dès les premiers jours, ils disposaient de suffisamment d'éléments pour accuser Henry de meurtre, mais les enquêteurs les ont négligés ou ignorés.